Très heureuse, mesdames et messieurs, de vous retrouver pour l'international. Ce vendredi, nous allons parler d'un thème pas sensible, mais d'actualité. Nous allons parler de la double nationalité. Et avec Maître Koulin Foukaïmi, qui est avocat au barreau de Kinshasa, qui a participé en tant que consultant à plusieurs ateliers organisés par les ONG tels que Readers Internews. Il est diplômé, licencié en droit public interne de l'université de Kinshasa. Il a étudié un clin d'œil à l'Institut Ngwanza et aux humanités au collège jésuite Bosomi. Très heureuse d'être avec vous. Aimi, je vous appelle ainsi, ça sonne agréablement bien à l'oreille. Aimi, vous parlez de la double nationalité en République démocratique du Congo, enjeux et perspectives. Mais une internaute m'a dit de vous poser cette question. Est-ce que c'est déjà pas aller dans le faux? Puisque la double nationalité en RDC, ça n'existe pas. La nationalité congolaise est une et exclusive. Est-ce que parler de la double nationalité en RDC, c'est pas induire les gens en erreur, Aimi? Je ne pense pas. Je ne pense pas dans la mesure où c'est un ouvrage que j'ai écrit. C'est un essai. Je signale d'abord que c'est un essai. Ça veut dire que c'est une réflexion à propos de la double nationalité. Donc, j'ai voulu parler de la double nationalité qui défraie la chronique dans notre pays. La double nationalité qui est le fait de posséder simultanément la nationalité de deux États. Évidemment, dans notre pays, il n'existe pas des binationaux, où la double nationalité n'existe pas parce que, sur pied de l'article 10 de notre Constitution, la nationalité congolaise est une et exclusive. Elle ne peut pas être détenue concurremment avec une autre nationalité. Mais si j'ai intitulé l'ouvrage « La double nationalité », c'était pour attirer l'attention sur ce phénomène. Sur ce phénomène. Okay. Vous avez fait écrire un épigraphe qui m'a fait titre quand même. Et Paul dit « Je suis juif, né à Tarse en Cilicie, mais j'ai été élevé dans cette ville-ci. » Et les tribuns étant venus dit à Paul « Dis-moi, es-tu romain ?» ?»« Oui, répondit-il. » Le tribun reprit « C'est avec beaucoup d'argent que j'ai acquis ce droit de citoyen. Et moi, dit Paul, je l'ai par ma naissance. » C'est quand même assez fort. Hein? Donc il y a la nationalité, si je comprends bien, par la naissance et la nationalité qu'on peut acquérir par l'argent. C'est ça, en fait, la clé de cette phrase. Je suis juif né à Tarse en Cilicie. Donc il y a aussi la nationalité par, comment on dit, par l'endroit, comment on appelle ça, du sol. La nationalité par le sol. Le ius solis, merci. Moi, je ne suis pas très expert en ça, mais le terme exact, c'est ça. Donc, quelle est la différence, Aimi, entre ces trois nationalités? Est-ce que l'une est au-dessus de l'autre ou ces trois nationalités sont égales? Non. Les ius soli et les ius sanguinis, ce sont, en fait, en ce qui concerne la nationalité d'origine, la loi prévoit qu'un enfant qui naît sur un territoire à la nationalité de ces pays-là. Ça veut dire que c'est ça les ius soli. Ce n'est pas tous les pays du monde, hein. Il y a quelques pays. Oui, il y a quelques pays. Okay. États-Unis, par exemple. États-Unis, il y a plusieurs pays, même la France. La France aussi a les ius solis? Oui, oui. Et il y a les ius sanguinis qui concernent la filiation. Ça veut dire les liens de sang. Un enfant qui a un père congolais ou une mère congolaise a la nationalité d'un de ses parents congolaise dès la naissance. Donc il n'y a pas de confusion à ce sujet. Mais aucune nationalité n'est au-dessus de l'autre. Le ius solis ou le ius sanguinis, c'est la même chose. Non, il faut préciser. Aucune ne peut se prévaloir d'être plus national que l'autre. Parce que par exemple, un enfant, un Congolais, je le dis comme ça, qui est né aux États-Unis, a la nationalité américaine, par le ius solis, comme vous dites. Et un Américain qui l'a par son père. Qui se sont plus américains? Les deux. Les deux. Ils ont le même droit. Ils ont les mêmes droits. Ils ont les mêmes droits. Parce que la nationalité procure la citoyenneté. Lorsque vous êtes national d'un pays, vous êtes citoyen de ce pays. D'ailleurs, il y a une sorte de... C'est synonyme, la nationalité et la citoyenneté. Sauf que les deux termes ne se confondent pas automatiquement. Parce que vous avez la citoyenneté européenne, alors que vous n'avez pas la nationalité européenne. C'est ça, mais les deux termes sont synonymes. Au Canada, par exemple, on n'utilise pas le terme nationalité. Là-bas, on parle de citizenship. Ça veut dire C'est la nationalité. Ça veut dire
Ça veut dire on est citoyen du Canada. Là-bas, on ne parle pas de nationalité. Le terme nationalité n'est pas utilisé au Canada. On parle de citizenship. Ok. Bon, ici en RDC, c'est vrai que la nationalité est une exclusive. Pourquoi avoir choisi cela? On veut nous protéger de quoi, Aïmi? Justement, il faut interroger l'histoire. Ok, allons-y, interrogeons l'histoire. Pourquoi avoir choisi cela? Dans l'histoire de notre pays, ça veut dire l'histoire de notre nationalité, qui part de la conférence de Berlin du 26 février 1885, où le roi Léopold II, on lui avait attribué l'espace qui constitue actuellement la République démocratique du Congo par une résolution de la conférence de Berlin. Et l'EIC, ça veut dire l'État indépendant du Congo, est né le 29 mai 1885. C'est né que le 27 décembre 1892 que le roi Léopold II va signer un décret royal sur la nationalité congolaise. Mais là, il faut signaler que cette nationalité ne donnait pas ce qui avait... n'était pas donné aux autochtones, en fait, c'est ça? Non, donc, les Congolais avaient la nationalité congolaise, mais sans citoyenneté. Ils ne pouvaient pas jouir des droits civiques et politiques. Okay. C'est ça, la nationalité de l'époque. Et par après, lorsque la Belgique va annexer le Congo en 1908, les Congolais vont devenir des Belges, des statuts coloniales. La plupart des gens ne le savent pas. Donc, les Congolais nés au début de 1908 jusqu'en 1930, parce que je crois que la Belgique a acquis la RDC vers 1930, non? Ou 1908? Non, en 1908. Donc, c'est quoi ces Congolais qui ont la nationalité? Je n'ai jamais entendu parler. Il y a des Congolais qui ont acquis la nationalité belge? Tous les Congolais étaient devenus des Belges, du fait que les Congos étaient annexés par la Belgique. Parce que là, on parle de la nationalité lorsqu'il s'agit d'un État souverain et indépendant sur le plan du droit international. Donc, les États qui n'ont pas de souveraineté n'ont pas de nationalité. Étant donné que les Congos faisaient corps avec la Belgique, tous les Congolais étaient devenus des Belges. Comme les Rwandais et les Ougandais de l'époque, non? Comme c'était le Congo, Rwanda, Urundi aussi. Donc, avec les Rwandais et les Ougandais de l'époque aussi. Oui, je pense. Alors, ce qui fait qu'il y a une opinion qui pense qu'à cette époque-là, de 1908 à 1960, il y avait une sorte de double nationalité. Parce que à cette époque-là, bien que les Congolais étaient devenus des Belges, mais les lois qui régissaient donc la charte coloniale parlaient toujours des Congolais, de la nationalité congolaise. C'est pourquoi on pense qu'il y a une certaine opinion qui dit qu'à cette époque-là, les Congolais avaient une double nationalité. Et ce n'est qu'en 1960, lorsqu'on accède à l'indépendance, les pères de l'indépendance vont résoudre de se mettre ensemble pour voir qu'est-ce qu'on pouvait faire, comment est-ce qu'on pouvait définir la nationalité, parce qu'on avait accédé à l'indépendance. Alors, c'est le 1er août 1964, avec la Constitution de Luabo, qu'on va définir la nationalité congolaise. C'est là qu'est né le principe de l'unicité et de l'exclusivité de la nationalité congolaise. Pour revenir à votre question, c'était pour nous protéger, c'était pour des raisons de sécurité. Vous savez qu'en 1960, il y avait eu des rébellions de Moulélé, de Soumialo, Beignet, et il y avait aussi la sécession katangaise. La sécession katangaise, c'était en 1960. Déjà, vers le 11 juillet. Alors, nos pères de l'indépendance s'étaient rendus compte avaient peur des infiltrations. Oui, avaient peur de l'infiltration, de l'espionnage aussi. Et ils pensaient que si il y avait balkanisation de notre pays, il y aurait eu plusieurs nationalités congolaises. Donc, en vue de consolider l'unité nationale, donc la cohésion du pays, ils ont écarté l'hypothèse de la double nationalité. C'est pourquoi on a consacré ces principes de l'unicité et de l'exclusivité de la nationalité congolaise. C'était pour des raisons beaucoup plus sécuritaires. Et à cette époque-là, le Congo n'était pas un pays, comme on dit, des migrations. Ça veut dire beaucoup de Congolais
n'allez pas à l'étranger. Je veux vous lire un passage par rapport à cette double nationalité. Double nationalité sans aucune restriction. Je vous cite quelques pays. Maroc, Algérie, Tunisie, Mali, Kenya, Congo, Angola, Mozambique, Seychelles, Cap-Vert, Ghana, Somalie, Rwanda, Djibouti. France, en matière de double nationalité, autorisation ne veut pas dire reconnaissance. La France considère ces binationaux comme ne possédant qu'une seule nationalité française. Expliquez un peu. Donc les binationaux n'ont que la nationalité française? Comme quand on dit par exemple un franco-sénégalais. Il est quoi? Il est français ou il est sénégalais? Là, il faut dire qu'en France, la France, dans la Constitution française, la double nationalité n'est pas reconnue comme telle, nommément. Mais la France autorise à ce que les gens puissent avoir une double nationalité. Et lorsque vous obtenez la nationalité française, sur le territoire français, vous êtes français, vous ne pouvez pas vous prévoir d'une autre nationalité. Donc les franco-sénégalais, par exemple, quand il est en France, il est français full, mais il n'est pas sénégalais. Il n'est pas sénégalais. Donc, dès qu'il sort, on ne le considère pas comme étant comme un Sénégalais. Il est français. Double nationalité possible, mais seulement avec une autorisation expresse du gouvernement. Mauritanie, Libye, Égypte, Ouganda, Afrique du Sud, Allemagne exceptionnellement, Belgique, tolérance partielle. Les Belges sont toujours compliqués. Pour double nationalité possible uniquement pour les citoyens naturalisés, Centrafrique, Sénégal, Guinée, autorisé pour les femmes qui acquièrent automatiquement la nationalité de leur mari, Tanzanie, Zambie, Lesotho, autorisation de la double nationalité aux seuls nationaux d'origine, Namibie, Swaziland, Maurice et Gambie. En Éthiopie, un enfant né de parents éthiopiens dans un pays exerçant le droit de sol acquiert la double nationalité. Donc ça c'est pour l'Éthiopie. Oui. Okay. Uniquement pour l'Éthiopie. RDC, interdiction. Ça, c'est vraiment l'exclusivité, comme on dit. RDC, Cameroun, Guinée équatoriale, Pays-Bas, Malawi, Azerbaïdjan, Japon, Chine, Géorgie, Ukraine, Haïti, actuellement reconnue et autorisée, et Bolivie. Interdiction totale dans le passé, actuellement supprimée. Voilà. Donc, vous nous avez dit que c'est par rapport à la protection, hein, parce que vu les problèmes que nous avions après l'accession de notre pays à l'indépendance, les pères de l'indépendance voulaient nous sécuriser, voulaient nous protéger, voulaient l'unité nationale. Mais aujourd'hui, le monde a évolué, Aïmi. Aujourd'hui, le monde est en pleine mutation. Aujourd'hui, on parle de la mondialisation. Aujourd'hui, on a des binationaux de fait, aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas. On a aujourd'hui des des Congolais belges, je sais pas, des Belgo-Congolais, des Belgo-Français, des Belgo-Américains, il y en a plein, des Congos, des Américano-Congolais, partout. Les Congolais sont partout. Nous le vivons aujourd'hui. Est-ce que pour vous qui avez écrit ce bouquin, quels sont les avantages aujourd'hui? Est-ce que le Congo ne doit pas muter aussi, changer aussi, comme la France qui dit, dès que vous êtes au Congo, vous devenez cela et tout ça. Quels sont les avantages d'avoir cette nationalité, cette binationalité, pardon? Est-ce que pour vous, ça comporte des avantages? Évidemment, la double nationalité comporte des avantages aussi bien que des inconvénients. Ok. Je voudrais dire que nous sommes un peu revenus à la situation de 1960-64, parce qu'actuellement, il y a de l'insécurité à l'Est. Il y a de l'insécurité à l'Est. Donc, ce qui fait que notre nationalité est aussi mise à mal à l'Est de notre pays. Donc, comme on dit, l'histoire a un peu bégayé. C'est pourquoi je pense que nos autorités hésitent un peu à ouvrir notre nationalité à la double nationalité. Donc, je pense que, à mon avis, la double nationalité est devenue quelque chose de... comment je peux dire? Ça veut dire que nous sommes à la mondialisation. Nous devons être ouverts aux autres. Vous l'avez déjà, d'ailleurs, vous l'avez si bien dit ici, ce principe ne répond plus aux impératifs de la mondialisation et de la modernité. Donc le monde est devenu un village planétaire où les frontières physiques sont appelées à disparaître. Donc c'est parmi les avantages. Oui, c'est parmi les avantages parce que dans l'ouvrage, je reprends les tenants. Ça veut dire ceux qui défendent la double nationalité. Et dans un second point, je parle de ceux qui souhaitent le maintien. Parce qu'il ne faut pas oublier, il y a des gens aussi qui souhaitent que l'unicité et l'exclusivité de notre nationalité puissent être maintenues. Pour des raisons que j'ai évoquées dans les livres. Il y a des raisons qui peuvent amener à ne pas ouvrir notre nationalité.
Mais nous le vivons déjà. Aïmi, nous le vivons vous avez, de fait. vous avez repris dans un paragraphe là ce que j'ai dit par rapport aux pays qui ne s'inscrivent pas dans cette religion de la double nationalité. Il y a le Cameroun qui n'est pas loin de nous. Il y a la Chine, il y a le Japon, il y a les Pays-Bas, il y a l'Azerbaïdjan aussi, il y a la Guinée équatoriale. Donc la double nationalité n'est pas vraiment un marqueur ou une spécialité de progrès. Ça veut dire que nous devons adapter notre nationalité aux situations que nous vivons. Parce qu'il y a une convention de la Haye du 12 avril 1930 qui dispose qu'il appartient à chaque État de déterminer la nationalité de ses ressortissants. Oui, de la population. Je vais parler un peu de quelques Congolais qui ont acquis la nationalité étrangère. Mais donc, quand vous avez la nationalité étrangère, vous perdez automatiquement la nationalité congolaise, selon notre constitution. Selon la donc, loi. les personnalités d'origine congolaise donc, qui ont acquis notre nationalité ne sont plus congolais selon notre constitution. Ouais. Donc, dans le monde politique, Aïmi, vous avez cité Bertin Mampaka, qui ne le connaît pas d'ailleurs, il est belge. Il est sénateur belge en fonction depuis 2013. Nous avons Gisèle Mandaïla, qui est aussi députée bruxelloise. Pierre Migisha, homme politique, député bruxellois. Nous avons Cécile Kienge, personnalité italienne d'origine congolaise, première femme noire à être nommée ministre dans l'histoire de l'Italie, ministre italienne pour l'intégration, 28 avril 2013 au 22 février 2014, députée européenne pour l'Italie en fonction depuis le 1er juillet 2014. Dans le monde sportif, d'ailleurs, ça, il y en a plein. Nous avons Makelele, footballeur français d'origine congolaise. Lukaku Romelo, footballeur belge d'origine congolaise. Bolassi, footballeur anglais d'origine congolaise. Dans le basket, nous avons Mutombo Dikembe, basketteur américain d'origine congolaise, évoluant en NBA aux États-Unis, mais je crois qu'il a déjà arrêté aussi. Il a arrêté le foot. Didier Mbenga, basketteur belge d'origine congolaise, évoluant au NBA aux États-Unis. N'oublions pas le monde scientifique. Hein. Nous avons, oui, Cliff Bonga, l'unique américain d'origine congolaise, à avoir participé à la fabrication de la navette spatiale Orion de la NASA. Voilà, il n'y a pas que la musique. Nous sommes partout. Sandrine Moubenga, coucou à toi, parce que je l'ai reçue aussi, qui est américaine d'origine congolaise, conceptrice de la voiture à hydrogène. Fassi Kafieke, ingénieur canadien d'origine congolaise. Il est le responsable de la conception aérodynamique chez Bombardier, une multinationale spécialisée dans la construction aéronautique. Dans la musique, nous avons Youssoufa, Lokwakanza, Moombi. Dans le monde des affaires, KDP Katoto. Ah bon, il est étranger? Mais je découvre. Je crois qu'il était congolais. Syndicat Dokolo et Luc Gérard Niafé. Il est d'ailleurs dans l'entourage du chef de l'État. Toutes ces personnalités aujourd'hui, Aïmi, est-ce que nous ne les avons pas perdues, en fait? Parce qu'ils sont là, hein, ils sont congolais d'origine, nous l'avons vu. Mais est-ce que nous ne perdons pas quelque chose en étant aussi exclusifs aujourd'hui? Évidemment, nous perdons. Je l'ai dit dans les livres, dans l'ouvrage, nous perdons des têtes pensantes, nous perdons comment je peux dire, nos artistes les plus habiles, nous perdons... Les plus friqués aussi, il faut pas se des muscles, comme on dit, compétitifs, vous comprenez? Pourquoi? Parce que notre nationalité est restrictive. Ça veut dire que nous devons, à mon avis, modifier la loi sur notre nationalité pour qu'on puisse bénéficier de... Il y a un politique congolais qui avait proposé à Imi à un moment, je ne sais pas, mais le nom va peut-être me revenir, d'octroyer, d'ouvrir ce champ-là, mais en excluant les pays frontaliers. Voilà, je ne sais pas qui avait proposé ça, je ne sais pas si c'était Martin Fayul ou Vital Kamerhe, je ne sais plus à l'époque. Est-ce que pour vous, ce ne sera pas une piste de solution? Parce qu'on en a plein aujourd'hui. On a des noms exceptionnels, des gens qui travaillent et qui peuvent fournir quelque chose pour la République démocratique du Congo, mais qui sont coincés par cette loi-là. Est-ce que ce ne sera pas une piste de solution d'ouvrir cela, mais en évitant les pays frontaliers? Oui, ce sont des arguments que j'ai repris dans l'ouvrage. Ça veut dire que si nous adoptons la double nationalité, mais avec des restrictions, comme je l'ai dit dans l'ouvrage, donc il faut qu'on mette des garde-fous. On peut accorder la double nationalité, par exemple, aux Congolais qui sont à l'extérieur,
à l'extérieur du pays, qui ont acquis d'autres nationalités. À l'extérieur de l'Afrique ou du pays? Non, là, ça sera discriminatoire. Ça sera discriminatoire. On exclut les autres Congolais. Moi, je pense qu'on doit, adopter la double nationalité avec restriction pour tous les Congolais qui sont à l'extérieur. Je ne pense pas qu'il faut qu'il y ait des Congolais qui sont devenus rwandais. Je ne sais pas, peut-être. Il y en a qui sont devenus sud-africains, je pense, oui, mais est-ce qu'il y en a qui sont devenus centrafricains, Congolais d'en face? Oui, il y en a, ça existe. Ça existe. Donc la diaspora n'est pas seulement la diaspora européenne, on a aussi une diaspora africaine que nous négligeons. Oui, surtout en Angola ici. Il y a beaucoup de Congolais qui ont acquis la nationalité angolaise, qui viennent ici de temps en temps parce qu'ils ont la famille ici, ils ont un apport financier important, surtout à l'époque où il y avait les diamants. Donc, ils viennent de temps en temps. Et au niveau de DGM, ils sont considérés comme des étrangers. Comme des Angolais. Comme des Angolais. Mais il y a eu quand même certaines facilités, selon le dernier ministre en charge des Congolais de l'étranger, qui s'est battu pour que les Congolais d'origine n'aient plus à chercher de visa. L'octroi de visa serait je pense que c'est avec le président actuel. Avec le président actuel. C'est avec le président actuel qui a facilité aux Congolais, je salue d'ailleurs cette décision, qui a facilité à ce que les Congolais de l'étranger puissent avoir... D'origine, les Congolais de l'étranger, d'origine congolaise. C'est un peu compliqué. Donc les personnes, parce qu'on ne peut pas, quand même, ça ne sonne pas bien de les appeler des étrangers. Parce que sur le plan légal, ils sont devenus étrangers. Ce n'est pas une injure, c'est pas la stigmatisation, mais c'est la loi. Je voulais revenir sur la définition de la nationalité, qui est l'appartenance juridique d'une personne à la population constitutive d'un État. Mais on distingue deux sortes de nationalités. On distingue la nationalité politique et la nationalité sociologique ou culturelle. Donc, la nationalité politique, c'est une preuve légale d'appartenance à un État. Tandis que la nationalité sociologique, c'est une identité collective que les membres d'une nation se sont donnés. Ça veut dire, lorsqu'on a un certain nombre de caractéristiques, par exemple, la culture, la coutume, les croyances, les modes de vie, les modes de pensée. Vous avez la nationalité sociologique. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, les Kurdes. Les Kurdes, par exemple. Non, les Kurdes. Les Kurdes. Les Kurdes sont partout, ils sont en Iran. Oui, ils ont une nationalité sociologique, culturelle, parce qu'ils se retrouvent dans plusieurs... Ils n'ont pas un pays à eux. Ils se trouvent en Iran, en Turquie. Quelque part là. Je vois où se situent les Kurdes. Même les Palestiniens, ils n'ont pas de nationalité politique, parce que la Palestine n'est pas encore un État. Vous comprenez? Donc c'est une nationalité sociologique. C'est comme les hommes de voyage en Europe, comment on les appelle? Les Tziganes, en fait. C'est comme les Tziganes aussi. Les Tziganes, il faut faire attention parce qu'il existe aussi des apatrides. Par exemple, les Rohingyas de la Birmanie, qui est un groupe ethnique musulman ou musulman. Oui, qui ont été chassés de la Birmanie. Ils sont devenus des apatrides. Un apatride, c'est quelqu'un dont aucun pays ne reconnaît comme son ressortissant. Donc il vit dans une situation misérable parce qu'il ne peut pas séjourner dans un pays, il n'est pas reconnu en fait. Mais c'est interdit par les lois des Nations Unies. Oui, il y a une convention de 1961. Avant ça, il y avait une convention de 1964 pour la réduction de l'apatridie. Parce que l'apatridie pose problème. Je pense qu'à l'est de notre pays, il y a beaucoup de gens qui sont apatrides, qui ne sont pas reconnus comme Congolais, qui ne sont pas reconnus comme Rwandais. Comme Rwandais, Burundais. Vous comprenez, c'est vraiment un problème qu'on doit résoudre. Je pense que dans cette législature, je sais qu'au mois de septembre aussi, il y aura une session budgétaire. Donc peut-être qu'il n'y aura pas moyen, mais dans les sessions qui vont venir, il faut que les députés se penchent sur cette question des apatrides et de la nationalité. Voilà, donc, Aimi, nous avons parlé des Kurdes, nous avons parlé des Palestiniens et tout ça. Donc, c'est une question. La question directe que beaucoup de gens se posent, est-ce que la nationalité congolaise, ça existe?
est-ce que nous avons quelque chose... nous avons un territoire, bien sûr, reconnu hein, depuis 1885 et tout ça. Mais est-ce que la nation congolaise, ça existe? Nous avons une nation. Je dirais que la nation congolaise existe, mais c'est une nation qui est en déliquescence. Parce que certains éléments d'ordre subjectif commencent un peu par exemple, le vouloir vivre collectif. N'existe plus. Hein. Ça n'existe pas tellement parce que le tribalisme a pris le dessus. Alors que lorsqu'on parle d'une nation, on voit des éléments. On voit les éléments subjectifs et des éléments objectifs. Les éléments objectifs, on voit la langue, la culture, la religion. Vous comprenez? Mais les éléments subjectifs, il y a les vouloir vivre collectif. Le communautarisme. Oui, le fait de vouloir vivre, partager les mêmes souvenirs, les mêmes expériences, le même mode de vie, et c'est ça. Donc, actuellement, je pense que il y a un délitement de notre... Pour faire naître cette nation. Oui, c'est pourquoi j'ai dit dans l'ouvrage que notre nationalité est en construction. On doit reconstruire notre nationalité. Ça s'est construit après combien de temps? Au fil du temps. Aujourd'hui, on peut parler d'une nation américaine aujourd'hui. Malgré la diversité des ethnies, des couleurs, des races, la nation américaine existe. Comment ils ont fait pour forger cette notion de nation aux États-Unis, par exemple? Qu'est-ce qui a milité pour qu'il y ait une nation américaine? Aux États-Unis, par exemple, ils utilisent un concept qu'on appelle les melting pot. Les melting pot, ça veut dire le mélange des cultures. Au Canada, on parle de salad bowl. Donc, aux États-Unis, c'est une mosaïque comment je peux dire, d'ethnies ou des nations, des peuples. Mais qui forment la nation. Qu'est-ce qui cimente la nation américaine? C'est ça que nous n'avons pas peut-être, nous devons apprendre des autres. Qu'est-ce qui cimente la nation américaine? Qu'est-ce qui fait qu'eux se sentent américains, même s'il est noir, même s'il est... Vous avez dit le melting pot, il peut être blanc, il peut être indien, mais qu'est-ce qui cimente la nation américaine? Je pense que là, il faut voir... l'histoire, ils ont partagé l'histoire et aussi l'état des droits. Ça veut dire du fait que les États-Unis, c'est un état de droit où les droits de toutes ces personnes-là, de tous ces peuples-là sont garantis. C'est ce qui fait même la fierté de ces gens-là de dire qu'ils sont américains parce que leurs droits sont garantis. Mais ici, par exemple, ou dans d'autres pays africains, il y a des minorités, il y a des ethnies qui se sentent marginalisées ou qui se sentent frustrés lorsque une ethnie accède au pouvoir, par exemple. Les autres se sentent mis à l'écart. C'est ce qui fait qu'il n'y a pas vraiment cette cohésion. Cette cohésion est difficile à se cristalliser. Donc, il faut que notre État arrive comment je peux dire, à concourir à la conscience nationale, à cimenter cette identité nationale. Nous allons terminer, nous sommes en train d'atterrir, Haïmi, la double nationalité en jeu et perspective. Pour vous, pour que la RDC puisse décoller, c'est vraiment parmi les dernières questions, pour que la RDC puisse décoller, nous devons mettre cette question de binationalité sur la table et trancher pour ou contre. Vous qui avez écrit ce livre, vous croyez que nous devons choisir quel camp? Nous devons nous ouvrir à quel camp pour que notre pays se développe? Nous devons être comme les États-Unis, melting pot, comme l'Afrique du Sud, nation arc-en-ciel, où voilà, nous cramponner dans notre exclusivité pour dire que non, il y a trop de dangers, replions-nous et développons-nous comme la Chine. Il y a ces options. Je pense que la RDC est en train, depuis longtemps d'ailleurs, est en train de tâtonner sur cette question des nationalités. On applique la politique de l'autruche. Vous savez, l'Autriche, lorsqu'il est en face d'un danger, au lieu de l'affronter ou bien de fuir, il enfouit sa tête dans le sable. Donc moi, je pense qu'il faut crever l'abcès. Il faut que nos autorités, le pouvoir public, puissent se pencher sur cette question de double nationalité qui a des enjeux de taille. Vous savez que moi je me demande même, je pose la question aux juristes par exemple, les lois qui sont votées au Parlement, qui sont votées par des personnes qui légalement ne sont pas des Congolais. Ne sont pas congolais. Quelle est la conséquence? Quelle est la validité des lois qui sont votées au Parlement?
Parce que le moratoire, jusqu'à aujourd'hui, ça court toujours. Je reviens sur les moratoires, mais les moratoires qui a été pris en 2007 par le président Vital Kamerhe, c'est un moratoire de fait. Il faut un moratoire légal, ça veut dire couler dans une disposition... de loi. Oui, une disposition juridique. Juridique. Les autres diront que ça sera anticonstitutionnel, mais c'est la raison d'être d'un moratoire. C'est un délai qui suspend l'application d'une mesure par rapport aux circonstances graves que traverse un pays, par exemple. Nous avons le moratoire sur la peine de mort, par exemple, depuis 2003. Vous comprenez? Donc, moi, j'ai dit qu'il faut qu'on revienne sur le moratoire. Accorder même un moratoire de 5 ans, à mon avis, à tous ceux qui ont acquis notre nationalité, en sorte que... En voulant faire un choix comme l'a fait Sami Badibanga à l'époque, et comme l'a fait... ils ont... cédé leur nationalité. Ils ont renoncé à la nationalité. Il a renoncé à la nationalité belge. Oui. Marie Ekofo a dit qu'il a renoncé à la nationalité. Mais il faut savoir que ça prend du temps. Pour renoncer à une nationalité, ça prend aussi. C'est pas automatique. Oh, c'est pas automatique. Perdre une nationalité, c'est automatique. Mais lorsqu'on renonce, il faut des démarches administratives. En Belgique, par exemple. Qu'il ait fait avec tous les avantages qu'on ait d'avoir la nationalité belge. Je ne suis pas très sûr qu'il ait renoncé. Mais les enfants qui naissent, aujourd'hui, il y a un retour, Haïmi, de l'amour de l'Afrique. Hein, quand on voit aujourd'hui les Noirs américains avec ces tests d'ADN, nous l'avons suivi, qui veulent à tout prix connaître leurs origines hein, et tout ça. Un Américain comme Samuel L. Jackson, qui est arrivé au Gabon, qui s'est dit, selon les tests d'ADN que j'ai faits, je suis du Gabon. Oui. Alors, est-ce qu'on a vu aussi le ministre des Affaires étrangères lui octroyer un passeport gabonais? Est-ce que le fait d'avoir le passeport gabonais vous octroie une nationalité ou c'est quoi? Est-ce que le fait d'avoir un passeport, de tenir un passeport, fait de vous le citoyen de ce pays? Oui. Automatiquement? Oui. Vous devenez, il devient gabonais, de fait? Oui, il devient gabonais parce qu'il a le passeport. Il a le passeport gabonais, donc il devient gabonais. Oui. Mais j'aurais souhaité qu'on parle aussi de la nationalité sportive. Là, c'est la FIFA qui octroie parce que... oui, ça c'est une nationalité privée. Privée. C'est pas une nationalité étatique. Ça veut dire, il y a pas longtemps, il y a une athlète allemande du nom de Marie Bronzer. Qui a pris la nationalité congolaise. Je ne sais pas si elle a suivi la procédure normale pour obtenir cette nationalité. Mais elle a la nationalité sportive qui est définie comme étant l'appartenance à un découpage géographique qui est différent de la géographie politique. Donc cette nationalité définie donne aux sportifs le droit de compétir à des... Pour un autre pays. Oui, pour un autre pays. Haïmi, la télé, c'est le temps. Chers téléspectateurs, je vous conviens donc d'acheter... Où est-ce qu'on vend ça d'ailleurs? Le livre est vendu à la librairie Grand Lac, c'est au boulevard du 30 juin, à l'aéroport d'Enjili, au Shop Grasse, au Palais du Peuple aussi, et l'ouvrage est à l'hôtel Memling. Voilà, je vous suggérerais vraiment de lire ce bouquin, ce livre, c'est magnifique, La double nationalité. Moi, je l'ai lu, je suis plongée dedans, j'ai compris beaucoup de choses aussi, mais comme c'était une question de jeu de questions-réponses, il fallait que je fasse semblant comme si je ne l'avais pas lu. Mais je l'ai lu hein, et j'ai compris beaucoup de choses, l'enjeu est de taille, hein, cette histoire de double nationalité, l'enjeu est de taille. Les autres pays l'ont compris bien avant nous et ont trouvé des solutions, ont trouvé des garde-fous par rapport à leurs ressortissants. Nous devons crever cet abcès, comme l'a dit Poulain Foucault. Haïmi, nous ne devons pas faire la politique de l'autruche face à cette question. Vraiment maintenant, ce qui est devenu aussi sensible, qu'on le veuille ou pas, nous devons crever l'abcès et statuer une bonne fois pour toutes par rapport à cette question de nationalité, parce que nous perdons aussi des talents, nous perdons de l'intelligence, nous perdons des sportifs, nous perdons tout le monde, et voilà. Donc, et nous vivons d'ailleurs de fait la binationalité, c'est un fait. Excusez la tautologie. Merci Poulain Foucault Haïmi, merci à vous, chers amis, pour votre fidélité à cette émission. Vous l'aurez sur YouTube incessamment et prenez rendez-vous pour notre international et nous allons débattre de notre sujet. Au revoir. Au revoir.